Le 5 avril 2024 se tenait à Cotonou une rencontre de la jeunesse africaine. C'était une conférence débat sur le thème « Rôle de la jeunesse dans la construction d'une communauté ouest-africaine plus unie, plus dynamique et plus radieuse ». Cette conférence était une initiative d'un réseau, un tout nouveau réseau que nous allons apprendre à découvrir tout au long de ces 52 minutes ce dimanche. Il s'agit du réseau ouest-africain pour la promotion de la paix, la démocratie et le développement. C'est donc cette organisation qui nous intéresse, comme je l'ai dit, à travers ses objectifs, ses actions envisagées, ses moyens et aussi à travers certaines problématiques que nous allons aborder pour cette Afrique nouvelle que nous voulons. Monsieur Arias Leha, bonjour. Bonjour, monsieur Doncla Mabalo. Je rappelle que vous êtes le président de ce réseau, le réseau ouest-africain pour la promotion de la paix, la démocratie et le développement. Passons également mon bonjour à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Je voudrais tout de suite vous poser la première question. Si vous êtes prêt, on peut y aller. Je suis prêt. D'accord. Puisque je suis là. Alors, monsieur Arias Leha, qu'est-ce qui vous a inspiré la création de ce réseau, le réseau ouest-africain pour la promotion de la paix, la démocratie et le développement? D'entrée, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez. C'est un plaisir. Et saluer nos téléspectateurs, les téléspectateurs d'Eden TV. Je voudrais vous souffler que je suis aussi un téléspectateur d'Eden TV, admirateur de votre chaîne. Merci surtout beaucoup. vous. Merci beaucoup. Surtout vous. Merci beaucoup. Je voudrais saluer le peuple ouest-africain. Je voudrais saluer le peuple béninois. Et je voulais saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment précis et leur dire, l'idée du réseau est née d'un débat sous l'Abapalab. Comme on dit à Tchakpodji. À Tchakpodji, communément appelé à Tchakpodji, bien oui. Sûr, ouais. J'étais en Côte d'Ivoire avec des amis sous l'Abapalabre, on échangeait, on discutait de tout et de rien. Mais le débat est devenu fécond à la suite des problématiques dans nos États, dans nos pays respectifs. Et chacun allait dans son sens, comme bon lui semblait, argumentait, donnait par rapport à la situation sociopolitique dans nos différents pays. Et c'est à la suite de ce débat que l'idée est née entre nous pour dire, et si on créait une fédération des jeunes, de l'association des jeunes de l'espace ouest-africain. Et là, quand nous avons fini le débat, chacun est parti chez lui, et après, moi, je suis rentré au Bénin. D'accord. Et j'étais là quand l'événement, malheureux ou heureux pour certains, parce que je ne peux pas me statuer seul pour dire que c'est malheureux, il s'agit du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, où les débats ont repris, avec la recrudescence des coups d'État dans nos pays. Exactement, on en parlera. Voilà. Les débats ont repris. Nous sommes enfin concertés. J'ai promis. J'ai promis poser les bases désormais du réseau. Et c'est ainsi que de contacts, de relations amicales, nous avons commencé dans nos pays à contacter des relations, des leaders qui aspirent à la chose politique ou qui sont des acteurs politiques. Donc, c'est ainsi que le réseau ouest-africain pour la promotion de la paix, la démocratie et le développement est né. D'accord, mais un réseau ouest-africain concernant cette thématique-là, c'est rien de nouveau. Il y a eu des réseaux bien avant le vôtre. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que ce n'est pas M. Leha qui était le président. D'accord. Donc, c'était déjà une différence. Oui, mais c'est pas une... Et la différence... Voilà, allez-y. Nous sommes nés avec nos objectifs, nos actions à court et moyen long terme. D'accord. Et lors de notre sortie, comme vous l'avez dit, le 5 avril, le vendredi 5 avril dernier, nous avons signifié de façon claire ce que nous voulons faire à court, moyen, à long terme. On va en parler tout de suite. On va aller dans le vif du sujet. Oui. Quels sont vos objectifs, Monsieur Leha Arias? Écoutez, Monsieur Doncla, c'est dur, c'est énorme. Qu'est-ce qui est dur? Non, quand on sait que dans notre communauté, nous sommes encerclés. Nous sommes encerclés de difficultés et de grands défis à relever. Lorsque vous êtes encerclé pour entreprendre de grandes choses, il faut être partisan du grand destin. Il faut être un enfant partisan du grand destin.
Et ce n'est pas évident que vous puissiez réussir. Mais l'essentiel, c'est d'engager. D'accord. Et nous nous sommes dit qu'il faut organiser une rencontre de la jeunesse ouest-africaine pour débattre des questions majeures de l'intégration, à savoir réécrire ou recréer l'intégration des populations ouest-africaines, qu'elle doit devenir effective. Et cela appelle à revisiter les étapes cognitives de l'intégration afin de faire une proposition d'un modèle quand même qui sera possible dans la faisabilité. Parce que on constate qu'à ce jour, l'intégration n'est pas effective. Vous voulez dire que tous les modèles jusque-là ont échoué, c'est ça? Je n'ai pas dit. Il y a eu de grands pas qui ont été faits. Non, mais dites-le clairement. Mais il y a de grands pas qui ont été faits. Oui. Écoutez, allez-y. Aujourd'hui, quand vous quittez le Bénin pour vous rendre à Abidjan, vous n'avez pas besoin de visa. Or, dans des zones, lorsque vous quittez un pays pour un autre, vous prenez de visa. Imaginez, je vous signifie par exemple l'itinéraire. Ouais. Lorsque vous voulez quitter Cotonou, par exemple, pour vous rendre à Abidjan, sur la route, vous devez passer par Lomé, le Togo. Oui. Vous devez traverser le Ghana avant de vous rendre à Abidjan. Absolument. Imaginez, naissant, si tout le long, vous devez chaque fois prendre un visa, ce serait vraiment chiant. Mais il y a quand même des tracasseries. Et la régionalisation, il y a des tracasseries. Ouais. On va les améliorer. Il y a le fait que nous ayons pensé qu'il faille que nous nous unissions. Ça a déjà pensé par nos pères depuis les années 1975. Et vous connaissez les organisations qui animent la vie de la communauté ouest-africaine. Ouais. Lorsque vous regardez la régionalisation règle des problèmes majeurs. Par exemple, le commerce. Par exemple, la distribution des personnes et des biens. Par exemple, les infrastructures qu'il faut quand vous avez une route qui quitte Cotonou jusqu'à Abidjan. Ouais. Ça fait plaisir. Une route vraiment praticable. Donc, la régionalisation règle ces problèmes. Mais en dehors de ça, la régionalisation permet de régler des problèmes majeurs, des crises politiques que nous connaissons. Ouais. Parce que lorsque la case du voisin brûle et qu'on n'est pas capable, en tant que voisin, de dire qu'est-ce qui se passe chez vous et que nous allons pour éteindre le feu, que serait alors le vivre ensemble dans nos États? Ce serait la catastrophe parce que l'espèce humaine est faite pour avoir des problèmes tôt ou tard. Ouais. Même on dit dans notre patois, dans notre langue, que la bouche et la langue et les dents se combattent à un moment donné dans la bouche, alors qu'ils cohabitent tous les jours. Voilà. Donc, nous sommes obligés de nous réunir. Et déjà, je crois, nous partageons pratiquement les mêmes cultures. Donc, si nous nous asseyons, nous réfléchissons profondément, nous allons trouver le mécanisme pour y parvenir. Et je crois que nous avons déjà fait de grands pas. Donc, l'intégration est l'un de vos objectifs majeurs. Principaux. Deuxième objectif sur lequel nous s'accroboutons, c'est la création de conditions de vie meilleures pour les jeunes. Nous militons pour une paix durable. Nous militons pour un développement inclusif. Nous militons pour l'éducation et la sensibilisation. Nous militons pour les droits de l'homme. Nous militons pour une justice équitable. Nous militons pour la tolérance dans la différence. Nous militons pour la coopération internationale. Voilà en quelque sorte les objectifs qui s'accrobouttent notre existence. Vous militez également pour la démocratie. Et évidemment, il ne peut pas avoir démocratie sans paix. Il ne peut pas avoir paix sans démocratie. Il ne peut pas avoir paix sans développement. Vous militez aussi pour le développement, en fait. Justement. Donc c'est la paix, la démocratie, le développement. La paix n'est pas que silence des armes. Oui. La paix, c'est aussi la présence de justice, d'égalité, de tolérance dans la différence. Donc, voilà les valeurs pour lesquelles nous militons. Et vous y croyez vraiment? Parce que quand vous observez l'environnement ouest-africain, M. Lera, la paix reste un mot parce qu'il y a des conflits un peu partout. Oui. La démocratie est en souffrance parce qu'il y a plusieurs coups d'État ça et là. Oui. Et donc, du coup, le développement s'en trouve amputé. Alors, quand vous prenez ce pilier pour créer votre réseau, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un combat perdu d'avance?
Vous savez, je suis un homme engagé. Je ne crois plus. Je suis engagé. Ça veut dire que je suis déjà sur le starting block. J'ai dépassé l'étape de croire. Je suis dans le processus, dans la réalisation de cet objectif majeur. Sans ça, nous allons fixer les caps sans les atteindre. Alors que nous avons besoin de grands sacrifices aujourd'hui pour permettre à la génération future de pouvoir jouir. Nous devons accepter être une génération sacrifiée pour atteindre les objectifs parce que nous sommes déjà embourbés dedans. Et quand vous êtes encerclé de problèmes, il faut avoir le génie de regarder devant, malgré que le ciel s'est assombri. C'est comme un objet ou un être que vous lancez en l'air, qui doit tomber absolument. Mais il doit pouvoir garder l'espoir et l'espérance que, en voulant tomber, il peut encore s'accrocher à un arbre, à un tronc, à une branche, pour ne pas crouler par terre. Et nous croyons que tous les leviers sont disponibles pour atteindre les objectifs. Il suffit de porter l'assistance et l'assistance qu'il faut, le soutien qu'il faut à nos dirigeants qui sont là aujourd'hui pour que nous puissions atteindre les objectifs. Nos dirigeants qui sont là, nous ferons avec eux, nous ferons les plaidoiries de sorte qu'ils puissent nous écouter. Donc vous comptez sur les dirigeants qui sont là actuellement, vous avez confiance en eux? Absolument, c'est des Africains. C'est des Africains de l'espace ouest africain. Et vous n'allez pas me dire qu'ils ont perdu leur sens du patriotisme. Non, pas du tout. Nous devons travailler à mener nos dirigeants à prendre des décisions audacieuses pour avancer. J'en veux pour preuve. Après le sommet de Bruxelles sur le climat, où l'Union européenne a statué pour dire que les produits venant de la désertification, un peu comme d'un pays comme la Côte d'Ivoire, ne seront le café, le cacao, je veux dire, le cacao de la Côte d'Ivoire ne serait plus consommé. Vous avez vu la réaction du président? Il dit ceci. Si vous ne prenez pas, nous sommes dans un monde bipolaire. Si vous ne prenez pas, les autres vont prendre. Si vous ne prenez pas, les autres vont prendre. Et nous ne sommes pas les grands pollueurs. L'Afrique entière produit à peine 4% de pollution. Et les 96% qui le fait. C'est eux qui prennent les décisions aujourd'hui pour nous sortir l'extinction. Et il a dit, nous n'allons plus accepter les menaces. Nous refusons totalement d'être assujettis ou d'être des gens à qui on donne des ordres. Nous n'accepterons plus. D'ailleurs, il dit que nous avons une jeune génération aujourd'hui qui comprend mieux les choses, qui n'accepte plus ces gens de choses. Nous parlerons de la jeunesse africaine parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais je vous laisse continuer pour le moment. Je vous dis, quand on parle de jeunesse, la jeunesse est arrimée à la dynamisme, au dynamisme, si vous le permettez, au progressisme. La jeunesse est arrimée, voire même à la modernité. Vous parlez de quelle jeunesse Notre jeunesse, elle est mais écoute, il y a de grandes valeurs au sein de la jeunesse. Il y a de très grandes valeurs. Est-ce que vous savez que le meilleur inventeur aujourd'hui des appareils pour l'opération crânienne, c'est un Africain, un Béninois qui l'a inventé. Donc pourquoi voulez-vous douter? Est-ce que vous savez que l'appareil portable qui peut parler plusieurs langues, lorsque vous me parlez, vous m'appelez au téléphone, vous me parlez la langue française, je peux recevoir l'écoute dans ma langue en fond ou en Naoussa. Vous savez que c'est un Africain, un Béninois de surcroît. Donc, de quoi vous parlez? Nous avons les valeurs. Il suffit d'une intelligence organisée pour que nous puissions atteindre les objectifs. Mais le plus difficile, c'est justement cette intelligence organisée. Monsieur Leha, comment votre réseau pense pouvoir organiser cette intelligence-là dans une Afrique où chacun défend sa chapelle? Justement, c'est pour ça que nous avons voulu organiser la rencontre de la jeunesse ouest-africaine. Qui sont ceux qui seront à ce rendez-vous? La rencontre, elle doit venir prochainement? Oui, la grande rencontre de la jeunesse ouest-africaine. Ok, d'accord. Et cette rencontre,
va réunir les jeunes acteurs politiques, des partis politiques de nos pays, de l'Afrique de l'Ouest, Oui. va réunir les inventeurs de l'Afrique de l'Ouest, va réunir les jeunes acteurs de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, va réunir les grands influenceurs de l'Afrique de l'Ouest, les web activistes, Oui, bien sûr. va réunir les journalistes aussi. Et nous allons réfléchir par rapport au nouvel élan de la jeunesse ouest-africaine. Quel modèle économique pour notre espace ouest-africain? Quel modèle culturel ou sportif pour notre espace ouest-africain? Et cette rencontre sera sanctionnée de recommandations auprès de nos dirigeants. En tout cas, nous sommes assez aguerris, déterminés, engagés pour atteindre ces objectifs avec nos dirigeants. Oui. Et vous avez vu tout récemment avec le coup d'État militaire du Niger, où on avait commencé, il se susurrait que à qui le tour, ça a amené nos dirigeants à se mettre dans une posture de dire « Ah, si nous n'arrêtons pas la saignée, nous allons nous retrouver dans une situation ingère. » Ils ont pris des décisions qui nous ont conduit directement dans une psychose de Dreyfusard. Oui, dans une psychose de Dreyfusard. Et les décisions qui ont été prises ont connu une rebuffade auprès de la population. Il y a eu, parmi nos dirigeants, ceux qui ont vu qu'on ne peut pas sacrifier facilement la jeune génération, puisque vous n'êtes pas sans savoir que 60% de la population nigériane est jeune, 65% de la population béninoise est jeune, 76% de la population sénégalaise est jeune et 75,5% de la population ivoirienne est jeune, 57% au Ghana et 70% au Burkina. Oui. Quand vous avez ce capital existant, vous ne prenez pas des décisions pour le crépitement des armes. Je crois que l'idée qui avait motivé nos pères de l'espace ouest-africain, c'était de mettre une menace pour amener. Okay. Et heureusement qu'on n'est pas allé au bout, parce que vous imaginez, s'il y avait crépitement des armes au Niger, ça veut dire directement qu'on peut tirer du Niger à Cotonou, qu'on peut tirer du Niger à Lomé, qu'on peut tirer du Niger à Abuja, ainsi de suite. Alors, monsieur Lera, quand je vous écoute, j'ai nettement le sentiment que les problèmes de la jeunesse africaine sont connus. Les problèmes sont connus clairement. Alors pourquoi vous organisez encore une rencontre pour un état des lieux que vous avez déjà fait, qui est connu? Est-ce que ce n'est pas une débauche supplémentaire d'énergie pour rien du tout? Justement, oui. Est-ce que vous savez que je voudrais partager avec vous un proverbe africain. Si les lions n'ont pas leur historien, le récit de chasse ira toujours à la gloire du chasseur. Ça voudrait dire simplement quoi? Ça voudrait dire que si nous-mêmes, nous ne nous asseyons pas pour penser notre vivre ensemble, pour penser comment nous devons vivre dans notre communauté, où nous avons un destin commun, nous allons, et que ce soit toujours les autres qui nous sortent les modèles, nous allons toujours passer à côté, parce que ces modèles ne tiennent pas compte de nos réalités. Okay. Mais quand c'est nous-mêmes qui nous asseyons, qui pensons, qui réfléchissons, qui bougeons nos méninges, je crois fermement que nous allons accoucher des idées qui vont nous permettre d'avancer. Alors, M. Arias Lera, apparemment, vous connaissez les solutions. Pourquoi vous n'allez pas directement aux solutions et vous pensez qu'il il est important de se réunir pour réfléchir encore? Comme je le disais, je vais le dire. Vous savez, je vais prêter un proverbe africain qui dit que si le récit de chasse n'est pas... Si les lions n'ont pas leur historien, le récit de chasse ira toujours à la gloire du chasseur. Ça voudrait dire quoi? Si nous-mêmes, nous ne nous asseyons pas pour penser les modèles qui vont nous permettre de vivre ensemble, qui vont nous permettre un vivre ensemble et un développement, nous allons toujours passer à côté si c'est les autres qui vont penser à notre place et qui vont nous envoyer des modèles.
Ça voudrait dire que ces modèles ne prennent pas en considération nos préoccupations majeures, notre réalité. Et ça, nous allons toujours passer à côté. C'est pour ça que cette rencontre ne sera pas la rencontre de trop. Parce que cette rencontre n'est pas comme les autres rencontres. Cette rencontre se fera dans une des capitales ouest-africaines. Vous n'avez pas encore choisi? Non, non, écoutez, ça se discute sérieusement en notre sein, mais nous choisirons les choix. C'est-à-dire les critères sont en train de se raffermir sur 2 ou 3 Forcément, pays. il faut une capitale de paix, une capitale de démocratie, une capitale de développement, si vous voulez rester collé à vos objectifs. Ou bien c'est pas important pour vous? De quelle démocratie ou de paix vous êtes en train de parler? De celle dont vous parlez. Le pouvoir du peuple au peuple, là. Ben, c'est vous qui définissez. Si c'est ça, je pense que chaque État au sein de la communauté a ses problèmes. Et il faut tenir compte des problèmes des populations. Vous voyez, il y a eu successivement des coups d'État, des coups de force dans nos États, tout récemment. Ouais. Mais ces coups d'État ont été applaudis par les populations. Pas partout. Presque partout. Non, pas partout. Vous connaissez où ça n'a pas été applaudi? Ben, pas partout, je ne vais pas vous donner d'exemple. Donnez-moi un exemple. Moi, en fait, le problème, le principe pour nous, c'est qu'on ne peut pas applaudir un coup d'État. En l'État, Voilà. personne n'a applaudi un coup d'État. Pour nous, c'est un principe. Mais, donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas qui applaudit. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'applaudis aucun coup d'État. Okay. Mais je constate. Et quand vous faites un constat, vous faites des analyses par rapport à ce constat. Oui. Je constate que les coups d'État sont pour la plupart applaudis aujourd'hui par nos dirigeants, par nos populations. Une partie. Par nos populations, en majorité. C'est les jeunes qui montent dans les rues une partie. pour dire on vous remercie. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire qu'il y a des problèmes. Et il faut s'asseoir, penser des solutions. Et que ces solutions soient mises en application pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Parce que nous fixons le cap de bonne espérance pour nous-mêmes. Et le cap d'espérance que nous fixons pour nous-mêmes doit prendre en considération un certain nombre de choses. Et dans nos développements, je vais aller sur des cas précis parce que je sais bien que vous allez venir sur, le cas du Bénin. Allons-y en même temps. Vous allez venir là-dessus. Moi, j'aime battre le fer quand il est chaud. Allons-y en même temps sur le cas du Bénin, puisque vous en parlez. Oui. Vous voyez un peu le comportement de la jeunesse de votre pays, le Bénin. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une jeunesse existe dans ce pays et qui recherche le changement à un niveau ou à un autre? Nous sommes 65%. Oui, ben ça c'est des chiffres, monsieur Lehal. Mais nous sommes existants. Je vois que vous aimez beaucoup les chiffres, mais les chiffres ne font pas les actions. On peut ne pas être 65% et faire des actions claires et précises, comme on peut être 2%. Comme quelle action? Mais je ne sais pas, mais dites-nous. Comme quelle action? Vous êtes un homme d'action, vous l'avez dit. Vous êtes dans l'action, n'est-ce pas? Donc 65% de jeunes, c'est ce qu'on des chiffres. Mais après, quel est l'impact de cette jeunesse sur la paix, la démocratie et le développement? C'est le débat qu'il faut qu'on fasse. Je crois que jeunesse n'est pas carrière. C'est clair. Jeunesse n'est pas carrière. Ça voudrait dire qu'il y a une période de votre vie où vous travaillez pour atteindre, vous réclamez jeune et vous travaillez pour atteindre ces objectifs. Si la jeunesse, les conditions ne sont pas posées, les conditions qui permettent à la jeunesse de s'épanouir économiquement, d'exister comme entité dans un pays, si la jeunesse elle est perçue comme menace, nous sommes dedans actuellement, comme une menace. Or, la jeunesse est un capital qu'il faut mettre au travail pour pouvoir en bénéficier. Et le mettre au travail pour tout le reste, c'est très important. Et vous venez de dire, si vous émettez même des doutes, c'est la réflexion des intellectuels qui conduit ça. Le doute constant sur ce que représente la jeunesse. Mais le doute est méthodique, cher ami. Ça fait partie de la méthode. Si vous ne doutez pas, jeunesse, vous ne recherchez pas. Je vous ai dit tantôt que la jeunesse, elle est dynamique. Elle est dynamisme. La jeunesse, elle est progressisme. La jeunesse, elle est modernité. Oui. Quand vous avez une couche sociale qui incarne ces valeurs, ces principes-là, vous travaillez à faire en sorte que l'éducation de cette jeunesse puisse être de qualité, afin d'obtenir le résultat escompté pour l'amélioration des conditions de vie
de toute la masse populaire. Mais quand vous montrez à la jeunesse, vous ne lui donnez pas les conditions favorables, parce que pour moi, d'abord, il y a un principe clair, économique. L'emploi est le premier critère de la bonne santé économique d'un État. Et si nous n'avons pas une bonne santé économique, donc nous n'avons pas l'emploi. Et si nous n'avons pas l'emploi, celui qui se lève, le jeune qui se lève le matin et qui doit regarder en l'air sans savoir où aller, va finir par développer un vice. Lequel? D'où vous constatez aujourd'hui, on pourchasse les web-activistes, les gaïmans, comme ils m'ont appelé, les brouteurs en Côte d'Ivoire, comme on aime le dire, ou les cybercriminels. Vous constatez que ce sont des jeunes qu'on arrête tout le temps. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on n'a pas pris le soin, de par le passé, de créer les conditions pour mettre cette jeunesse au travail, pour qu'elle sache que c'est le travail qui libère l'homme, pour que la jeunesse sache que c'est en travaillant qu'on arrive à exister en tant qu'être humain, qu'on arrive à se valoriser, qu'on arrive à prouver qu'on provient d'une famille qu'on honore. Tant que l'éducation n'est pas perçue comme garant des droits et des libertés et travailler dans ce sens, je crois que nous sommes passés un peu à la dérive. Mais qui donne l'emploi? Écoutez, ailleurs, comment l'emploi est créé? Ce n'est pas les déclarations d'amour ou pour encenser la jeunesse qui font le travail. Non, c'est les conditions que vous créez, de sorte que chacun, dans son domaine, trouve les conditions favorables d'avancer, d'innover, de créer de la plus-value. C'est ça. L'État n'est pas l'entité qui crée normalement l'emploi. L'État crée les conditions favorables pour que les fils du pays... Et vous pensez que ces conditions n'existent pas au Bénin aujourd'hui? Bon, ok, je vous dis quelque chose. Je veux que nous réfléchissons. J'ai une idée, d'accord, de création d'une entreprise, d'installation d'une production animale, par exemple, au Bénin. J'ai la bonne foi, j'ai la compétence. Je veux créer l'emploi. Je veux créer mon business, je vais voir qui. Quand je finis d'élaborer, je m'assois, j'élabore mon plan business, tout et tout, je vais voir qui. Celui qui peut vous financer. Qui peut me financer? Les banques. Les microfinances. Oui, les banques là, prennent des risques pour les projets. Ça dépend si votre projet est bancable. Non, je vous pose une question, vous connaissez. Je vous réponds, orientez-moi. Je veux que vous m'orientez. Je vous oriente vers les banques. Vous avez un projet bancable, je ne sais pas. Lesquelles banques, quand moi, je me lève? C'est l'État qui crée ces conditions-là, favorables, qui donne des garanties aux banques pour dire, vous pouvez prendre des risques avec ces jeunes-là, dans tel domaine. Et quand ces jeunes viennent vers les banques organisent avec ces jeunes le business et l'implantation du business. J'ai vu pour le gouvernement de fin dans notre pays vouloir faire quelque chose, mais à la fin, le fameux fonds... microcrédit, le Fonds national de développement de l'emploi, de la jeunesse et tout ça. C'est devenu quoi? Oui, c'est pas la faute de qui, c'est devenu quoi? Non, c'est pas nous-mêmes. Ça veut dire la faute des jeunes également, à qui on a confié des responsabilités. Non, c'est trop facile. Pourquoi vous pensez que le mal de la jeunesse se trouve en dehors de la jeunesse elle-même? Non, ce n'est pas le mal de la jeunesse n'est pas la jeunesse elle-même. Quand vous, écoutez, quand vous naissez, c'est avec vos parents que vous grandissez petit à petit. Vous apprenez à marcher, et on vous apprend les b.a.-ba, comment on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, comment vous orientez. Si l'État ne crée pas les conditions qui peuvent vous enseigner, tout le monde, il y a des gens qui sont des génies. Il y a des gens qui sont des génies. Quand ils naissent, ils ont des aptitudes innées en eux pour être de grands entrepreneurs. D'ailleurs, tout le monde ne peut pas être un entrepreneur. D'accord? Il y a ceux qui peuvent l'être, il y a ceux qui peuvent prendre les autres en emploi. Donc, quand vous ne donnez pas le bon exemple, quand on apprend chaque jour que Dieu fait, qu'on a nommé tel, et que c'est le vol qui lui a permis d'avoir une maison 3 étages, et c'est le vol qui lui a permis d'être en train de conduire la plus grosse voiture, pourquoi voulez-vous que l'autre se mette au travail jusqu'à
jusqu'à courber l'échine devant le travail. Non, il logne. Il logne. Mais sur d'autres cieux, vous savez, quand vous allez en Chine, vous savez que les gens travaillent véritablement. Ouais. D'accord. Quand on dit les dragons pommes la Malaisie, quand vous allez en Malaisie, vous savez que les gens travaillent véritablement. D'accord. Okay. Mais nous sommes encore là. D'où l'existence du réseau ouest-africain pour la promotion de la paix, la démocratie et le développement. Justement, parlons de votre réseau, puisque nous sommes là aussi pour ça. Monsieur Lekha, le 5 avril dernier, je l'ai dit en introduction, vous avez organisé une conférence débat. Il y avait donc plusieurs personnalités politiques, de la société civile et tout le reste. Vous avez, pour ce débat-là ou cette conférence, vous aviez des objectifs clairs. Est-ce que vous les avez atteints? Par rapport à l'organisation de notre conférence, du 25 du 5 avril. Bien sûr, le débat a été mené. On a vu la qualité du débat. Les personnalités que nous espérons étaient là. Oui, ben justement, on a vu que des personnalités de l'opposition, pour la plupart, parce que j'ai regardé les images, j'ai vu que dans votre auditoire, il y avait beaucoup d'opposants. Est-ce que ça, ce n'est pas une chose qui déterre sur votre combat? Mais vous avez refusé de bien regarder. Non, j'ai regardé. Vous avez refusé de bien regarder. Parce que vous aurez constaté que celui qui a présenté la thématique, qui a entretenu l'auditoire par rapport à la thématique, c'était notre frère et ami, mon frère de tous les jours, Constantin Amoussou. Oui, bien sûr. D'accord. C'était le seul. Il est de la mouvance. Et c'est lui qui est venu présenter la thématique. Vous n'avez pas voulu voir ça. Je vous comprends. Il n'y a rien à comprendre, mais je n'ai pas vu. Moi, je parle des élus. Non, je parle puisque j'ai vu beaucoup d'élus de l'opposition. Et de la société civile. Oui, d'accord. Mais je n'ai pas vu d'élus de la mouvance. OK. Je ne parle pas de la personne qui a présenté la communication. Moi, je connais beaucoup. Vous les avez invités? Tous. Tous ceux que je connais. J'ai appelé. D'accord. J'ai échangé sur la thématique. J'ai proposé. Et j'ai demandé à ceux qu'on vienne pour qu'on réfléchisse ensemble. Si les gens ne viennent pas, ne me demandez pas d'aller dans les maisons pour les tirer. Encore que, en offre, certains vous disent, nous avons demandé la permission. Pour venir à un débat citoyen? Un débat public? Écoutez. Une conférence publique? Écoutez, vous êtes dans ce Bénin. Mais oui, bien sûr, c'est pour ça que nous en parlons. Oui. C'est comme ça désormais. Moi, bon? je vous l'ai dit. Moi, je ne vais pas. Donc, les acteurs politiques ne sont plus libres d'aller à des conférences débats, des discussions et tout le reste. La belle preuve, il y a eu un incident tout récemment. Les sanctions sont tombées en leur sein. La panique a gagné les gens. Les gens, vous savez, les gens sont en ces temps durs. Je sais que vous savez. En ces temps durs où les Béninois ont faim, les Béninois ont faim du pain quotidien, les Béninois ont faim de justice, les Béninois ont faim de l'épanouissement. Dans ces temps durs, lorsque des gens en arrivent à trouver accrochés à un poste, souffrez qu'ils ne puissent prendre aucun risque pour le perdre. C'est un risque de venir à une conférence publique qui parle de paix, de démocratie et de développement? Justement. Monsieur Lekha, est-ce que ce n'est pas le signe que vous n'êtes pas très bien compris? Est-ce que ce n'est pas le signe que votre passé politique vous rattrape, même si votre réseau n'est pas politique? Écoutez, monsieur, donc là, de quel passé politique vous voulez parler? Vous avez été opposant ou vous êtes opposant? Voilà. Jean, là, vous ouvrez un beau débat pour moi. Oui, vous êtes. On vous a vu en 2000, aux côtés de grands acteurs politiques de l'opposition. Oui, en 2008. Donc, voilà. J'ai créé un mouvement qu'on a dénommé Armée de la liberté et du développement. D'accord? Sorti de là, j'ai eu l'honneur de devenir le président du parti Jeunesse Unie pour la République, JUR. Après cela, j'ai eu l'opportunité d'appartenir à une grande alliance qu'on a appelée alors l'AND, Alliance nationale pour la démocratie et le développement. Après l'AND, avec les réformes du système partisan, nous sommes devenus DUD. DUD, Dynamique Unitaire pour la démocratie et le développement, dont j'étais le vice-président chargé de la communication et porte-parole. Je sais que vous le savez. Bien sûr, absolument.
Après On cela, a même vu faire des débats. Dans ce méli-mélo, voilà. J'ai été, avant l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, j'ai été secrétaire général du Fonds Refus Béné-Wakala. Vous le savez bien, oui, il y avait tout ce que vous connaissez. C'est pour ça que je parle de votre passé politique. Non, attendez, j'ai pas fini. J'ai été membre du Front présidé par le Feu, à qui je donne tous les respects du monde, Antoine Détchenou. Oui. D'accord? Quand vous avez eu ce parcours, en plus de ça, j'ai été l'homme qui a été désigné. J'ai été désigné pour représenter la DUD dans la résidence et dans le comité stratégique de la résistance. Oui. Oui, vous savez ça. Voilà. Donc quand vous avez eu ce parcours-là, oui, vous connaissez plus les problèmes. Vous avez eu l'expérience de côtoyer les gens, de voir la sociologie politique des gens au sein de notre communauté. Vous êtes mieux aguerri pour savoir quelles sont les décisions avec les circonspections qu'il faut pour prendre ces décisions-là. Quelles sont les décisions qu'il faut prendre. Donc, quand vous avez eu cette posture, vous regardez les problèmes autrement, parce que vous connaissez les acteurs. Vous savez comment ils pensent devant les difficultés, devant les défis à relever, comment ils réagissent. Et nous allons proposer une thérapie par rapport à la crise que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas votre parcours-là qui inquiète les gens de la mouvance pour qu'ils ne viennent pas s'asseoir à votre conférence publique? Ils pensent que vous avez été résistant. Donc, ils se disent, venez s'asseoir à une conférence publique organisée par M. Arias Leha, même si c'est sous le couvert de réseau et tout ça, les gens sont réticents. Quand on a été résistant, une fois, résistant toujours. On peut plus s'asseoir et causer entre frères. Oui. On peut plus s'asseoir et échanger. Ça voudrait dire. Vous savez comment ça se passe en Qu'est-ce qui se passe? Le débat était ouvert le jour-là. Vous avez vu la qualité du débat. Les gens avaient la langue déliée. Ils ont parlé, les professeurs d'université, les jeunes qui étaient là. Et vous avez vu la qualité du débat. Les gens ont apporté leur expérience dans le débat. Et nous avons tiré leçon. Et comme c'est des Béninois, et là, vous avez vu, la même chose s'est reposée ailleurs. Avec le clergé, vous le dites. Moi, je n'ai pas dit, c'est vous qui le dites. Avec le clergé. Regardez, quand vous dites le clergé, ils ont organisé quoi? Un colloque. Un colloque. C'est quoi un colloque? C'est la rencontre des spécialistes pour débattre des questions scientifiques, politiques, économiques. Mais ça a pris une tournure politique. Qui a donné la tournure politique? Mais ils ont dit, ils ont invité tout le monde. Pourquoi les autres ne sont pas venus? Mais pour parler de quoi? Du code électoral. En fait, c'est ça, c'est la thématique qui peut être un peu prêtée à confusion. Le code a été voté, promulgué par le chef de l'État, donc exécutoire. Les gens pensent que ce n'est pas le lieu d'en parler, puisque là où on en parle, c'est à l'Assemblée nationale, ce n'est pas au cours d'un colloque scientifique. Le débat devait être mené même dans les universités. Tout le monde peut organiser un colloque. Parce qu'il s'agit des lois du vivre ensemble qui organisent les différentes élections auxquelles nous aurons droit en 2026. Monsieur Donklam. Oui, monsieur Leha. Le problème n'est pas à ce niveau. Il est à quel niveau? Il est ailleurs. Où? Il est ailleurs. Je vais vous le dire. Dites-nous. Je vais vous le dire. Les verrous, quand vous écoutez le débat, vous constatez aisément que les gens parlent et argumentent autour des verrous du code électoral. Mais les verrous du code électoral sont ailleurs. Les clés pour les ouvrir sont détenues par quelqu'un d'autre. Et si nous voulons vraiment des élections apaisées et qui puissent nous honorer, nous sortir du Wahala, je pense qu'il faut une solution. La solution que nous, au sein du réseau ouest-africain pour la promotion de la paix, la démocratie et le développement, d'abord, il faut comprendre les causes du verrou. Oui. D'accord? Avant de proposer les solutions. D'accord? Et quand vous regardez les causes du verrou,
du code électoral, c'est par rapport à la fin du mandat de Patrice Talon. C'est par rapport Quel à la rapport fin... il y a entre la fin du mandat et un code électoral? Qui organise les élections prochainement? Mais c'est la personne qui a toujours organisé. C'est le gouvernement. Mais toujours organisé. OK. Mais évidemment, à travers la Sénat. Il s'avère. Oui. Il s'avère que nous sommes à la fin des 2 mandats ou du dernier mandat de Patrice Talon. C'est pas la première fois que ça arrive. Justement, cette fois-ci, il se susurre beaucoup de choses au sein de la communauté qui vitupèrent sur un certain nombre de sujets. Une société qui vitupère sur un certain nombre de réalités. Nous avons, de par le passé, organisé des élections où il y a eu des morts. Nous avons, toutes les élections pratiquement été chrysogènes. Nous avons vu un parlement monocolore pour la première fois. Elle était inédite. Il était inédit. Quand vous êtes au pouvoir, et il se susurre que des conflits d'intérêts avec l'État ont existé. On parle aussi du contrat juteux des intrants, dont le propriétaire n'est rien d'autre que le président Patrice Talon. Quand vous avez vu tout ce qui a entouré comme crise les 8 dernières années de la gestion au pouvoir de Patrice Talon, et que vous êtes un acteur politique, vous devez cesser de vous fisser droit dans le mur. On s'en vaut des restes d'opposition. Non, je ne parle pas. Non, je parle au peuple béninois. Oui, allez-y. Vous avez présenté un tableau clair. Il faut cesser de vous fisser dans le mur. Il faut chercher des solutions par le dialogue, par l'échange. Il faut absolument qu'on accepte de dialoguer avec Patrice Talon de la fin de son mandat et de son après-mandat. Il faut discuter des garanties dont Patrice Talon a besoin. Mais il a dit qu'il n'en avait pas besoin. Non, attendez. Mais il a dit clairement qu'il ne demande à personne d'assurer ses arrières. Écoutez, monsieur Léra, vous l'avez entendu dire qu'il ne demande à personne d'assurer ses arrières. Donc de quelle garantie vous parlez? Écoutez, il n'en a pas besoin. Écoutez, les cas sont légion. Oui. En Angola, le chef de l'État... Mais ici, c'est le Bénin. Ici, c'est le Bénin. Non, attendez. Il se susurre des choses par rapport à des faits qui existent. D'accord? Qui sont ceux qui ont été incriminés après l'histoire du 2 mai 2019, du 1er et du 2 mai 2019? Qui a été condamné jusqu'à présent, vous avez vu, par rapport à ces crimes? C'est des gens qui ont tiré. Est-ce qu'ils ont été accusés? Est-ce qu'ils ont été condamnés? Il y a tous ces dossiers qui existent. J'ai vu mes frères, mes compatriotes, chaque fois faire recours au génie sénégalais permettant à Diomaye Faye aujourd'hui, au duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko d'accéder au pouvoir. Mais personne ne sait les échanges de sortie de crise qu'il y a eu entre le président sortant et ceux qui ont accédé aujourd'hui au pouvoir. Donc, impérativement, en tout cas nous allons tenter de faire en sorte de rentrer dans les couloirs pour discuter, pour trouver le mécanisme, afin de créer le dialogue avec le chef de l'État et son après-pouvoir pour que nous puissions avoir des élections libres, transparentes et une alternance si... D'accord, ça fait partie des objectifs de votre réseau. Oui, donc vous donnez cette mission. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites que vous avez la posture d'être président d'un réseau pour la promotion de la paix, la démocratie et le développement, et que votre case est en train de brûler, vous ne faites rien, vous sortez, vous allez chez le voisin, il vous dit, mon frère, mais chez toi, ça brûle. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu as pu faire? C'est pour ça que, absolument, il y a ce qui est officiel, il y a ce qui va rester officieux. Il faut absolument, je dis à tous les acteurs politiques, absolument, nous devons, ou la classe politique doit discuter avec le président Patrice Talon pour trouver les solutions qui s'imposent. C'est la seule solution. Je ne crois à rien. Lorsque les gens restent dans leur salon, mangent la viande du lion, et vous dites, on a la force, allons-y, j'ai tout vu.
Oui, d'accord, mais vous savez très bien qu'on vous répondra. D'ailleurs, la réponse est déjà venue en face qu'il n'y a pas de problème pour qu'il y ait dialogue. Pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait des problèmes. Non, je ne parle pas de ce dialogue, justement. Ah d'accord, vous faites la différence entre... Votre dialogue est différent de celui que les autres demandent. Le dialogue dont je parle, ce n'est pas le dialogue proposé. Je parle de notre dialogue pour discuter avec un homme qui est au pouvoir, pour lui dire, et c'est très important, et pour la classe, pour l'opposition et pour la mouvance. Parce que j'ai l'impression que vous regardez d'un seul côté. Les problèmes sont énormes à l'interne. Et vous ne savez pas la réaction que peut avoir un individu, acteur politique, face à une situation. Il y a d'autres qui sont plus virulents et d'autres qui sont plus pacifiques. C'est dommage, le temps passe très vite, M. Arias Lekha, mais j'ai envie de prendre l'avis de votre réseau, ou du président du réseau que vous êtes, sur les dernières répressions des mouvements syndicaux. Vous savez très bien que même 1er mai dernier, le jour de la fin du travail, des leaders syndicaux ont été arrêtés, même si certains ont été libérés. Une procédure est en cours. Et quelques jours avant, il y a eu des patrons de centrales syndicales qui ont été arrêtés aussi parce que voulant justement marcher. Voilà. Quelle est votre lecture de cette actualité chez vous au Bénin? Est-ce que c'est un recul démocratique que nous observons ou bien c'est ce qui s'est passé là et dans l'ordre normal des choses? Sans langue de bois. Hein. Sans langue de bois, avec ma posture, je condamne. Je trouve que ce n'est pas bien séant d'empêcher une marche pacifique. Il faut laisser les gens s'exprimer pour leur permettre d'aller au bout de leurs idées sans la violence. Je suis contre toute forme de violence. Je suis un vrai partisan de la non-violence. Je suis contre toute forme. Mais on parle de régulation de l'ordre public. Non, ça les fait des policiers, arrestations. l'État ne parle pas de violence en ce moment-là. On parle donc... je suis contre. Même si ce n'est pas de violence, donc de violence légitime. Je ne suis pas partisan de ces gens d'arrestation. Je ne suis pas un partisan. Je souhaiterais qu'à l'avenir, le gouvernement essaie d'organiser et de canaliser les marches, laisser les gens s'exprimer et de les canaliser après, quitte au gouvernement, de prendre en considération les récriminations ou les doléances des marcheurs. Parce qu'il y a, souvent parmi les marcheurs, il y a d'autres marcheurs qui sont des casseurs. Je crois que les craintes, si vous nourrissez des craintes par rapport à ça, prenez les dispositions sécuritaires. Et ce n'est pas ça qui manque. D'accord. Ce n'est pas ça qui manque. Alors, dernière question pour vous. Vous avez un chronogramme très clair, vous avez des objectifs, mais il vous faut des moyens. Mais qui vous finance, Monsieur Arias Lekha? C'est vous qui Moi, me financez. Moi, je ne sais pas de quoi vous financer. Mais où trouvez-vous les moyens pour atteindre vos objectifs, pour rassembler les jeunes africains, pour voyager et tout le reste? Vous n'allez pas me dire que vous faites ça de vos poches? Pour le moment. Vous êtes riche alors? Non, je ne suis pas riche, je suis un engagé. Et j'ai vu beaucoup de penseurs dire que lorsque vous êtes engagé et déterminé par rapport à une cause, plus rien ne vous arrête. Nous sommes régis par la loi de 1901. Nous sommes association à but non lucratif. C'est ce que tout le monde dit. Oui, nous le sommes. Et il y a des partenaires qui peuvent vous assister. Est-ce que vos membres se cotisent? Nous venons de naître quand? Vous avez déjà tenu une conférence publique? Oui, mais, vous avez déjà fait des actions? Écoutez, sous cotisation. Sous cotisation de nous-mêmes. De nous-mêmes. Vous avez vu que nous ne sommes pas allés prendre les grandes salles qui coûtent des millions. Nous n'avons pas ces moyens-là aujourd'hui. Quand nous aurons des partenaires pour le faire, écoutez, je peux vous rassurer que la rencontre de la jeunesse aura lieu. Nous aurons les partenaires pour ça. Et nous sommes à pied d'œuvre. Il n'y a rien à faire. Politique? Non. Est-ce que des chefs d'État vous accompagnent? Est-ce que des personnalités de l'AES vous accompagnent, par exemple? Parce que ça inclut la sécurité. Quelle entreprise n'a pas besoin de paix? Dans quelle atmosphère vous rayez s'il n'y a pas la paix? La paix reste le socle, le sous-bassement de tout notre vivre ensemble. Sans paix, nous ne pouvons rien. Donc, chaque entreprise, chaque être, chaque jeune ou africain de l'Afrique de l'Ouest, chaque acteur de l'Afrique de l'Ouest a intérêt à ce qu'il y ait rencontre, à ce qu'il y ait échange
il doit pouvoir participer. Et sur ça, nous comptons beaucoup que les dons, les legs, le financement de quelques partenaires vont nous permettre de réussir notre mission. Et très bientôt, nous ferons une conférence de presse pour officialiser le lieu de la rencontre, et comment ça va se passer. Qui sont ceux qui peuvent venir véritablement à ces rencontres-là? Nous allons le dire. Il faut remplir quelles conditions pour y participer? Il faut être d'abord un jeune acteur politique. C'est-à-dire de quel âge à quel âge? Parce que ça aussi, c'est un problème. Oui. On voit des réunions politiques où on dit jeune, acteur politique, mais ce qu'on voit là... Bon, à partir de 25 ans. Jusqu'à? Jusqu'à 45 ans. 45 à 50 ans, si possible. Nous aurons invité des inventeurs. Nous aurons aussi, quand vous allez les voir, nous aurons aussi à inviter les grands dignitaires. Les grands dignitaires. Je prends le sultan de Damagaram au Niger, qui est la plus grande autorité traditionnelle là-bas. Les rois au Nigeria, au Togo, au Mali, les imams, les prêtres, tout le monde, tout ce que nous aurons ciblé comme personnage, quand même, à même de nous apporter un plus dans la réflexion pour nous sortir de belles idées, des belles idées que nous pouvons mettre en application. Nous allons les inviter. Ok, d'accord. D'accord? D'accord, c'est très clair. Mais s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui nous suivent actuellement, qui ont envie d'adhérer à votre réseau, qu'est-ce qu'ils font? Nous aurons une campagne. Je prends le cas du Bénin. Nous aurons une campagne à faire de sorte à exister dans chaque ménage, à avoir un représentant dans chaque ménage au Bénin. Chaque ménage? Oui, c'est notre objectif, c'est notre vœu, c'est notre souhait. Avoir un individu dans chaque ménage pour la promotion de la paix, pour savoir que nous ne devons jamais, jamais, à grand jamais, tuer la paix. Et que la paix n'est pas que silence des armes. La paix, c'est aussi la présence d'égalité, de justice, de la tolérance dans la différence, justement. Avoir un représentant dans chaque ménage, ça donne des idées. Ça veut dire que nous aurons des ambassadeurs... Quelle est votre idée réelle? Parce que quand vous dites que vous voulez avoir des représentants dans chaque ménage, mon plus grand rêve, puisque vous me parlez de mon idée, mon plus grand rêve dans ma vie, mon plus grand rêve dans ma vie, c'est au soir de ma vie, d'être assis devant mon portail, de constater que des gens vont et des jeunes viennent, jouissant de nos efforts, de nos sacrifices, et les voyant sur le chemin de la prospérité, de la réussite. C'est mon plus grand rêve. C'est un langage politique. Ça nourrit mon âme. C'est un langage politique. Ce n'est pas un langage politique, c'est un passionné qui rêve de grand pour son continent. Je suis de ceux qui pensent que quand on est ici, qu'on est un enfant du grand destin. Je suis un enfant du grand destin. J'ai du mal à vous voir en dehors de la politique, M. Lekha, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour ça que je vous pose un certain nombre de questions. Non, je peux... Permettez-moi de vous titiller un peu. Écoutez, si vous êtes sur un terrain et que vous constatez que le terrain est très compliqué pour faire passer des idées, sortez, faites ce que vous pouvez faire de bien. C'est compliqué en politique. Écoutez, c'est mon milieu. Vous avez dit que c'est mon milieu. Oui, vous avez dit que c'est mon naturel. milieu. C'est mon milieu, mais j'ai observé, j'ai dit, il faut passer à autre chose. Il faudrait que nous acceptons de nous sacrifier pour que ça marche quelque part. Et c'est pour ça que moi j'ai pris cette posture-là aujourd'hui. Et je travaille sérieusement par rapport à ça. Mais ça ne m'empêche pas, ça ne m'empêche pas d'aller chez tout le monde. Vous pouvez me voir chez j'ai des meilleurs amis qui sont de la mouvance. Vous allez me voir chez eux. Ça ne veut. Si vous vous prêtez dans des confusions, dans vos analyses, tant pis. Je suis un béninois. J'ai le droit de visiter tous mes frères, que ce soit que vous ayez choisi l'opposition, la mouvance. Si je veux partager une idée avec vous, je dois pouvoir me rendre disponible pour que nous puissions échanger. Ça, c'est mon credo. Eux aussi seront libres de vous fréquenter ou pas? Quand j'appelle et que je sens que ce n'est pas possible, on peut échanger au téléphone. Monsieur Arias Lekha, nous sommes au terme de notre entretien de ce dimanche. Je vous laisse le soin de le conclure. Merci encore de nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir opiner sur des sujets majeurs
par rapport à notre espace ouest-africain, et aussi par rapport à l'actualité politique. Par rapport au Bénin d'abord, je voudrais demander à tous les acteurs de reconsidérer les positions pour que nous puissions trouver le moyen de nous entendre pour aller en 2026 à des élections libres, transparentes et apaisées. Nous avons dit, et je vais le redire, il faut absolument que nous nous asseyions, trouvons le mécanisme pour nous asseoir, pour échanger avec Patrice Talon sur les garanties dont il a besoin pour que les verrous soient sautés. C'est très important. Deuxième chose, je voudrais ici demander à tous les jeunes ouest-africains de s'apprêter, car cette rencontre que nous annonçons n'est pas la rencontre de trop, c'est la rencontre de la déclic. C'est la rencontre pour engager, et je pense que le terreau existe. Les vettes viennent d'être posées. Les vettes, c'est le Sénégal. Vous avez vu, quand les jeunes ont cru, ont travaillé par rapport à la conviction sur une durée donnée, les résultats sont là, et nous nous inspirons de l'idéologie de Ousmane Sonko. Merci beaucoup, M. Arias Lekha. Je rappelle que vous êtes le président d'un tout nouveau réseau, le réseau ouest-africain pour la promotion de la paix, la démocratie et le développement. Vous étiez l'invité de Eden Télévision et de Diaspora FM. Ce dimanche, nous avons parlé justement de votre réseau, de ses objectifs et de cette grande conférence que vous organisez pour très bientôt dans un pays de la capitale ouest-africaine avec des acteurs de tous bords, politique, bord social, bord culturel et tout ce que vous voulez. Merci à chacun et à tous pour votre aimable attention. Je vous retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut, avec un autre invité, d'autres sujets, mais toujours sur les mêmes chaînes, Eden Télévision et Diaspora FM. À dimanche prochain.